En préambule, je sais bien qu'il y a des petits problèmes de son sur les premières minutes. Cela se résout assez vite et vous verrez que cette interview est absolument passionnante. Un peu comme toutes les vidéos de cette chaîne. Comme ma vie, comme moi, en toute modestie. Bon visionnage et on se reparle éventuellement dans vos commentaires. Bonjour à tous, ici Batman, je suis avec Robin. Bonjour Batman. Non mais en fait c'est pas possible. Bonjour à tous, je suis ce matin avec Robin Recht, auteur de bande dessinée au sens large, puisque tu es à la fois dessinateur et scénariste. Tu as été dessinateur sur certains projets, scénariste sur certains autres, et les deux. On dit auteur. On dit auteur. Petit rappel de ta bibliographie, la plus récente on va dire. On a un Conan le Sumérien qui est un épisode standalone aux éditions Glénat. On a, donc là effectivement tu as les deux rôles. On a dans l'ordre chronologique La Cage aux cons qui est une adaptation avec Mathieu Angotti, Angotti. qui est aussi une adaptation. Qui est une adaptation. On a un peu avant Désintégration, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, avec Mathieu Angotti toujours. Angotti toujours. C'est d'ailleurs sur ce tome-là que vous vous êtes rencontrés, il me semble. Alors personnellement non, mais c'est notre première collaboration. Voilà. Et on a Torgal, un spin-off, Adieu Aricia, aux éditions du Lombard, qui est ta dernière sortie, il me semble. Exactement. Qui est de 2023. C'est ça. Voilà. Et en fait, ce qu'on constate dans ta bibliographie, c'est qu'il y a déjà différents styles. Tu as une grosse dominante quand même médiévale, ou médiévale fantastique. Ouais. Et deux styles qui sont vraiment distincts, qui sont le style Conan, Torgal, qu'on retrouve dans... Alors Torgal, bon, tu respectes aussi le style de Rosinski, mais un style qui est, on va dire, plus naïf sur tes adaptations plutôt contemporaines. J'ai un graphisme un peu plus stylisé quand je fais La Cage aux cons ou la Désintégration, et un graphisme plus réaliste. C'est marrant, tu le qualifies de réaliste? Pour l'Heroic Fantasy. Ouais. Ouais, ça ressemble plus au réel. C'est plus. Parce que pour moi, il y a plus de détails. C'est ça qui te fait Non, dire c'est que c'est plus photographique. Ça essaye de représenter des personnages dans leur volumétrie, alors que oui, quand je fais La Cage aux cons, c'est plus stylisé. D'accord, oui, ok. Ou des intégrations. Compris. Alors, donc il y a différents sujets, adaptation, création pure et tranche de vie, ce qui est le cas des intégrations. Ouais, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Et en fait, tu es venu ce matin pour parler de la création pure. Et pour cette création, je voulais prendre l'épisode, justement l'album de Torgal. C'est une édition de luxe, hein, je ne sais même pas. C'est luxueux par nature. C'est luxueux par nature. Ça, la version de base est déjà de luxe. Alors, je pense que vous l'avez compris, Robin et moi, on se connaît depuis un moment. On déjeune souvent ensemble. Je vous voyais, mais pour le principe. Voilà. On a fait quelques parties de ping-pong où j'ai beaucoup souffert de la différence de taille. Et c'était le moment où je pouvais encore courir. Et Dieu sait que tu m'as baladé. Et donc c'était une tournante et pour toi c'est compliqué. Oui, j'aurais tellement aimé. Donc, d'où vient le projet déjà? Lequel? On va se concentrer sur Torgal. Parce que Torgal, c'est quand même là une franchise très prestigieuse. C'est un gros titre d'une série très populaire des années 80. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le Lombard qui te contacte? Alors, c'est un éditeur très grand. Alors, il y a des chats, vous entendez, mais c'est sympa. C'est sympa, ouais. C'est super sympa. Je vais les défoncer, mais c'est super sympa. Alors, c'est un grand éditeur de 2 mètres, plus de 2 mètres, qui s'appelle Mathias Vincent, qui travaille au Lombard, qui m'a contacté, non pas du tout pour Torgal, mais parce qu'il aimait bien mon travail sur Conan, qu'il avait repéré. Et comme ça se fait souvent dans l'édition, il me propose un déjeuner, parce qu'en France, tout se fait, même s'il est belge, ils savent qu'en France, tout se fait autour d'un repas. Il faut d'abord frapper l'estomac. Voilà, et en Belgique aussi d'ailleurs, il y a un bon coup de fourchette, surtout lui. Et du coup, on s'est fait un dîner peut-être, je ne sais plus, informel, à côté de chez moi, dans un resto, et on n'avait pas grand-chose à se vendre l'un et l'autre, c'était plus pour se rencontrer, comme ça se fait souvent dans l'édition. D'accord, et voir ce qui peut en être. Ouais, j'aime bien ton boulot, et moi, écoute, j'aime bien qu'on aime bien mon boulot. Et du coup, parlons. Alors, à ce propos, abonnez-vous, likez, commentez. Parce que j'aime bien qu'on aime bien mon boulot aussi. Clairement. Puis ça le vaut bien.
même si ça ne le vaut pas. Donc, pendant le déjeuner, on discute de tout et de rien parce qu'on n'a pas grand-chose à se vendre. Moi, je lui dis assez rapidement que j'ai pas grand-chose dans mes tiroirs de Dans ton prêt. pipe. Ouais, de près, des choses. À ce moment-là, je me sentais pas encore totalement légitime à faire du scénario et donc j'avais pas grand-chose sous la main. Mais pourtant, Conan. Bah, c'était une adaptation, Oui, donc pour moi, c'était pas l'idée de je pars de zéro et je fais quelque chose. Et puis, ça a été un peu un coup de pompe, on en parlera peut-être après, mais c'est un coup de pompe dans les fèves, Conan, où tout à coup, je me retrouve un peu malgré moi à écrire quelque chose. Bref. Et donc, pendant le dîner ou déjeuner, on discute et on arrive à parler du Lombard, des éditions du Lombard, parce que, voilà, on parle de ce qu'on fait. Après avoir parlé de mon boulot, je parle du sien. Et je lui dis que moi, l'édition du Lombard, c'est une boîte d'édition que je connais plus tellement à ce moment-là. On est en 2017, je crois, 2018. Et que moi, je connais Léonard, que je lisais beaucoup quand j'étais petit. Et qui était interdit de séjour chez moi parce que ça me faisait tellement rire que je pissais dans mon froc et que ma mère en avait marre. À quel âge? Parce que vers 6 ans. Oui, non, mais tu me rassures. Enfin, ceci, il y a chacun. Oui, il n'y a pas de voilà. On ne juge pas. On fait ce qu'on peut. On ne juge pas déjà. Non. On aura des couches un jour. Et du coup, c'était vraiment interdit de séjour chez moi parce que ma mère en avait marre de me changer tous les soirs. Et puis je lui parle de Torgal aussi, et qui a été important un peu plus tard. C'était la série qui me gardait en Europe pendant que moi j'étais passé aux États-Unis avec les X-Men et les super-héros. Ouais, je ne savais pas que tu as eu cette période Marvel. Ah, très fort entre 9-10 ans, 10-11 ans et la fin de l'adolescence. D'accord, oui, parce que quand on en parlait, tu étais quand même très éloigné du sujet plus récemment, quoi. Ah ouais, je me suis beaucoup éloigné à partir. J'ai lu ça pendant une bonne dizaine d'années. D'accord. Voilà, et je lui dis, moi, Léonard, je vois pas très bien ce que je peux en faire, mais si un jour on me donnait l'occasion de dessiner Torgal, alors là, je serais très heureux. Et il reprend la balle et il me dit, écoute, mais moi, dans ma tête, c'était pas possible, parce que la série venait d'être reprise par un duo. Rodinski avait lâché la rampe quelques mois ou quelques années avant, et Fred Vigneault avait récupéré le dessin, donc pour moi... Oui. Et il me dit, écoute... c'est pas injouable parce que on réfléchit à lancer des cartes blanches qu'ils avaient vu que ça marchait bien avec d'autres personnages chez d'autres maisons d'édition, avec Spirou, avec 13, bref. Les éditeurs essaient de faire vivre leur licence, c'est normal. Et il dit, on réfléchit à donner des cartes blanches. Et je lui dis, moi j'en veux bien. Et il me dit, Et là c'est Bollocks quand même. Ouais, c'est un peu de Je dirais que c'est pas bollock, c'est plutôt, comme moi je fais souvent, c'est de l'inconséquence. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais ce manga Noritaka. Non. C'est une espèce de karaté kid complètement fou. Le gars défie, parce qu'à chaque fois il y a une fille qui passe, alors il défie le gars le champion de l'école de karaté alors que lui il est tout faible, machin. Et dans 30 jours, sur le terrain de foot, machin, devant tout le monde, je te mets tard. Et en fait il se prépare pendant 30 jours. Et évidemment ça se passe plus ou moins bien. Mais... ouais, c'est un peu ça. Tu vois, je vois une porte, allez. Oui. Je suis niveau 1, on y va. Et il me dit, tu veux travailler avec qui au scénario? Et je lui dis, moi. Allez, all-in plus ta mère. Ouais, c'est ça. Il dit, mais t'en as jamais fait? Plus ou moins, Conan, moi, je me démerde. Et il me dit, propose-nous une idée, puis si ça nous plaît, pourquoi pas? Ouais. Et on finit le déjeuner, et puis ça reste là. Mais il me dit, c'est pas fait, parce qu'il y pense. Oui. Il n'y a rien de formalisé. Puis j'imagine qu'il n'est pas forcément seul décideur. Pas du tout, c'est la famille Rosinski a son mot à dire. Alors Jean Van Damme, lui, il a vendu totalement ses droits de la série, donc il n'est plus du tout dans l'équation, mais la famille Rosinski continue à avoir non seulement un droit de regard, mais un droit artistique. Oui. Et puis c'est une série assez importante au Lombard, donc il y a... Oui, tu peux pas faire... Il y a un éditeur, mais il y a aussi un DG, puis il faut que ça passe le PG-13. Ouais, il y a 3 étages à convaincre. Et voilà, et donc je lui dis, ok. Donc ça, on était en novembre 2018, je crois. Ou 2019, peut-être. 2019, je crois. Ah oui, parce que tu parlais de 2017. Ouais, mais... Alors, non, je me suis trompé. C'était novembre 2019.
Et donc en janvier 2020, on se croise juste avant le confinement, c'est ça, juste avant le dernier Angoulême avant le confinement, il n'y avait pas encore la pandémie. Et on se croise à Angoulême et je leur pitch une idée que j'ai eue très peu de temps après le restaurant. Je suis sorti, j'ai commencé à mouliner dans ma tête et il y a un truc qui a fait toc. Alors justement, moi je voudrais revenir sur ce Ouais, toc. et ben on en revient. Et donc là, je leur pitch une idée, ils me disent en 5 minutes autour d'un verre, hein, et avec Gauthier Manderbeck qui est l'éditeur en chef, le N+1 de Mathias Vincent, et ils me disent ouais, c'est bien. Bon, c'est bien. Bah vas-y, développe. Et puis nous, on a avancé. Donc toi, tu voudrais bosser sur Torgal, parce qu'au début, il voulait faire des personnages annexes de la série. D'accord, un peu oui. comme il fait sur 13, tu vois. Oui, ou comme il y a eu, il me semble qu'il y a eu des. Alors moi je lisais beaucoup Torgal au fur et à mesure de sa sortie. Ouais. J'avoue qu'il y a tellement de tomes en fait que j'ai Ouais, un il y en peu a lâché. 50 ou 50 maintenant. Et en fait il y a même un problème logistique de place. Ouais, c'est une grosse série qui a maintenant 40 ans de vie. Donc. Oui, oui, c'est ça. Et donc j'ai Et un où peu la lâché, mais il me semble qu'il y a eu production a été régulière. il y a eu des épisodes sur Chris de Valnor par exemple. Alors, il y a eu une série, il y a eu des séries parallèles sur Chris de Valnor, sur l'enfance de Torgal et sur Louvre. Donc, ils ont D'accord, oui. lancé plein de trucs qui ont plus ou moins marché bien, en général pas mal, mais la série s'était un peu diluée et justement ils voulaient fermer toutes ces portes et reproposer une expérience de Torgal et juste de Torgal, mais ils ne savaient pas trop quelle forme et moi j'aurais dit ah non, si ça s'appelle Torgal, je vais dessiner Torgal, Oui, je oui. suis là pour dessiner Torgal. Donc en fait la collection Torgal Sagas s'est fabriquée en même temps que je faisais mon pitch, je faisais mon scénario. D'accord. Et on a organisé tout ça ensemble, et puis petit à petit, sur 3-4 mois, les feux verts se sont tous mis les uns après les autres, sans que j'y fasse pas très attention, mais ça allait bien. T'as rien fait. Enfin, quand Non, tu dis... c'était une drague qui se passait bien, quoi, tu vois. C'est-à-dire, D'accord. j'ai pas lutté. La drague se passait bien, et puis à la fin, on est parti pour un mariage. Et voilà. Et donc, 3 mois en juin, ils m'ont donné leur accord, et c'était parti. Et toi, justement, jusqu'à juin, tu développes l'histoire quand même, Ouais, c'est-à-dire ouais, que tu travailles dessus. Ouais. J'écris mon déroulé, ce qu'on appelle un séquencier. D'accord. Et je leur propose ça, et ils trouvent ça super. Et puis, c'est parti. Voilà. Alors, 2 questions. 1, c'est le TOC, l'idée, elle vient d'où? Et 2, qu'est-ce que c'est qu'un séquencier? Parce que moi, j'y connais rien. Alors, on va parler d'abord technique. Alors, un séquencier, il y a plein de manières de travailler. Il y en a qui écrivent au fil de la plume, et puis ça vient comme ça peut. Il y en a qui sont plus méthodiques. Moi, j'aime bien saucissonner les problèmes pour les résoudre un par un. Et d'aller du plus, comme si je faisais quelque chose de très vague, et puis petit à petit, je mets des détails. Tu serres les vis, en fait. Très doucement. Oui. Vraiment, c'est des problèmes les uns après les autres. Et alors moi, d'abord, je fais un pitch, c'est-à-dire je raconte en quelques lignes à moi-même ce que sera mon idée, pour qu'elle soit le plus claire possible. Après, je fais ce qu'on appelle un séquencier, c'est-à-dire que je développe juste les scènes. D'accord. En quelques mots. Un peu comme des intitulés de chapitres. Ouais, mais un peu plus détaillé pour qu'il y ait la question dramatique de chaque scène. D'accord. Que je dise, cette scène-là va raconter ça. Il va se passer ça. Cette scène-là, il va se passer ça. Donc scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, scène 5. Quant à ça, tu fais moi ce que j'appelle un séquencier un peu plus développé où tu peaufines et Mais pour l'instant, il n'y a pas de dessin. Il n'y a rien. Oui. Il n'y a même pas de dialogue à ce moment-là, sauf les dialogues qui viennent de manière très naturelle et qui sont nécessaires à ce que je raconte. Les points clés. Ouais, c'est ça, qui peuvent venir assez spontanément. Une fois que tu as ça, qui est un document qui doit faire, il y a un paragraphe comme ça pour chaque scène en gros. Si moi j'aime bien avoir l'accord à chaque moment de l'éditeur pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on fait. Et puis là il me donne son accord. Et si c'est OK, à ce moment-là je fais ce qu'on appelle une continuité. Je commence la continuité dialoguée, c'est-à-dire j'en fais une pièce de théâtre de tout ça. D'accord. Donc vraiment en mode réplique. Ouais, les noms des personnages, répliques et un minimum de description de ce qui se passe. D'accord. Je veux que ça tienne essentiellement par le dialogue. Et une fois que ça c'est fait et que c'est validé, je commence le storyboard, qui est la version pas jolie, la version Monsieur Patate de la BD, qui est lisible, où je fais tous les choix de narration. Et là, en gros, après, il n'y a plus qu'à rendre ça joli. D'accord. Et voilà. Oui, et donc après tu passes dessin par dessin, case par case. Ouais, en gros, j'exécute ce que j'ai fait au storyboard. Oui, d'accord. Une version un peu laborieuse où tout à coup l'artiste sort de scène.
on va dire, et c'est l'artisan dessinateur qui prend chaque case qui a été définie par le storyboard et qui en fait la case définitive. D'accord. Après, Et- c'est laborieux, mais voilà. Mais c'est intéressant que tu parles d'artisanat plutôt que d'art, parce que le dessin est aussi une forme d'art, non? Ouais, carrément. Mais disons que dans la BD, le dessin, il est assujetti à un objectif. C'est-à-dire qu'il a un objectif avant tout de narration. Et le dessin, le dessin, on va dire, artistique, on peut commencer à dessiner un éléphant, puis si au fur et à mesure du dessin, on s'aperçoit que c'était plus sympa de dessiner un téléphone, l'éléphant devient téléphone et en fait, on s'en fout parce qu'il n'a pas vocation à être une communication. Il se suffit à lui-même. Et donc, l'artistique peut prendre toute sa place. La sensibilité. Dans la BD, il faut résoudre un problème de narration. C'est-à-dire que s'il y a un gars qui est en train de boire un verre et qu'à la fin on a l'impression qu'il mange une pizza, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si c'est très beau, mais c'est pas bon. Oui. Ce qui est bon, c'est qu'il mange une pizza, même si c'est pas très beau. Et donc l'artistique a une place qui est un peu contrainte dans la BD. D'accord. Au niveau du dessin. Mais par contre, tu arrêtes le curseur globalement où tu veux, du niveau de détail et du niveau de tu as quand même un niveau d'exigence sur le dessin. Ah oui, bien sûr. J'ai envie qu'il soit, alors par rapport au style que j'ai voulu pour l'album, donc qu'il soit cohérent par rapport à l'ensemble, et puis qu'il soit le mieux possible par rapport à ce que je pense être capable de faire. D'accord. Et alors si je reviens sur l'élément déclencheur du scénario, donc en Ouais. novembre 2019. Alors ça, c'est ce que moi j'appellerais l'inspiration. Ça arrive très peu. Et on en a besoin au début d'un bouquin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une étincelle d'inspiration où on se dit « Ah, je vois un truc ». Et après, on développe ce truc et où il n'y a pas besoin de beaucoup d'inspiration pour le coup. Oui, parce qu'il y a déjà eu Big Bang, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est juste de l'artisanat plus ou moins inspiré, du développement de cette inspiration d'origine. Mais cette inspiration d'origine, pour moi, là, il se passe quelque chose qui est pas rationnel. Oui, et qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne Non. peut pas formuler, quoi. Non, on sent que tout à coup, on se dit, tiens, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là, je sens une émotion à cet endroit-là. Et pour le Torgal, ça a été, alors qui vient de mon histoire, hein, parce que moi, j'ai adoré quand j'étais ado, justement, une BD qui a eu beaucoup d'influence sur moi, c'était Dark Knight. Oui, ok. Frank Miller. De Frank Miller, qui racontait les histoires d'un vieux Batman, un peu en pré-retraite, on va dire, qui avait une soixantaine d'années, et donc qui se battait un peu à la Clark Kent, mais aussi avec les méchants. Mais surtout, qui reprend du service. Et qui reprend du service, c'est ça. Et qui est montré quand même un peu comme fascisant. Oui, alors ça, c'est autre chose dans la BD. Mais disons que moi, ce qui m'intéressait, c'est de récupérer un personnage. Mais en fait, Frank Miller était extrêmement habile, mais j'allais dire génial. C'est-à-dire qu'il avait compris que le Batman avait déjà 50 ans d'existence pour les lecteurs. Oui, qu'il fallait le faire vieillir. Et qu'il pouvait jouer avec ça. Et qu'en le faisant vieillir, lui-même, le personnage, il se mettait en train de dialoguer avec le lecteur qui lui-même avait 30 ou 40 ans de vie avec ce personnage. Oui, d'accord. Ouais. Et bien ça, c'est une idée que j'ai trouvée absolument géniale et qui s'appliquait super bien à Torgal, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui avait 40 ans de vie, que les lecteurs ont 40 ans de vie et que c'est des couples un peu fatigués, que moi j'ai senti, c'est-à-dire que les fans de Torgal étaient dans un moment qui n'était pas forcément lié à la qualité vraiment des albums, mais ils sentaient que ça ronronnait, que c'était un couple un peu voilà. Et que du coup, je pouvais faire dialoguer moi-même avec le plaisir que j'avais eu à 15, 16, 17 ans de lire Torgal et d'en faire un personnage vieux. Alors moi, j'ai décidé d'en faire un plus de 70 ans, 75 ans, on ne s'est pas dit dans la BD, mais j'imagine qu'il a plus de 75 ans. Et de le faire vivre, alors non pas une aventure de plus à cet âge-là, mais qui dialogue avec lui-même, comme s'il y avait une boucle, quand il avait 10, 12 ans, et donc sa vie commence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un personnage a déjà eu tous ses choix, et il est en fin de vie, et il peut réfléchir aux choix qu'il a eus, qu'on a tous, qui s'appelle un peu parfois la mélancolie, et un personnage qui a tous les possibles. Et comment deux personnages qui sont la même personne peuvent dialoguer, et voilà, ça c'était l'inspiration. Et je me suis dit, oh, c'est super ça, il y a un truc à faire, c'est formidable. Et je me suis vu en train de mettre les clôtures autour, en disant, voilà, personne rentre. Et moi, je m'occupe de ça et ça va être super. D'accord, oui. Et l'éditeur, Mathias Vincent, a eu
l'intelligence, la sagesse, l'expérience de me foutre une paix royale et justement de C'est me... toujours faire preuve de sagesse que de foutre une paire royale. Ouais. Mais il a senti qu'il fallait me laisser travailler et justement il a éliminé tous les éléments parasites parce que évidemment il y a eu des discussions sur cette histoire, il y a eu des machins, mais il ne me les faisait pas parvenir. Ah, d'accord. En interne chez le Oui, Lombard. bien sûr. Mais comment tu l'as su du coup? Bah, à demi-mot après. D'accord. Mais c'est normal, ça fait partie du processus normal parce que c'est une grosse licence et qu'il faut discuter Oui. et que machin. Et en fait, il m'a dit non, vas-y, travaille, c'est bon. Et voilà. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et donc cette inspiration qui est un peu le Big Bang, comme tu dis, de cette histoire, bon, bah après, elle a pris plusieurs formes parce que ça, c'est juste une intention. Oui. Mais la forme que ça a, alors ça, l'histoire, elle a bougé pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire sans faire de spoiler en quelques mots? Eh ben, comme je disais, c'est un vieux Torgal qui... Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut arriver de pire à ce personnage à qui il est déjà arrivé tout un tas de trucs. Et en fait, Torgal, c'est, moi, dans ma définition, c'est un soap familial. C'est la petite maison dans la prairie, mais avec des éléments de mythologie et de fantastique. Mais l'essence de la série, c'est un couple. Oui, et puis c'est la famille. Oui. C'est la notion famille de famille, autour oui. d'un couple Oui. qui s'aiment, non pas parce qu'ils se sont rencontrés et que c'est deux individus qui ont appris à se connaître. C'est le conte de fées de Jean Vandamme, c'est qu'ils s'aiment parce qu'il était écrit qu'ils devaient s'aimer. C'est deux gens qui sont Oui, deux personnes c'est qui leur sont destinée en fait. c'est deux personnes qui sont faits l'un pour l'autre, il n'y a pas de question. Qui fait beaucoup de bien au lecteur de se dire qu'il y a des choses comme ça. Oui. Et donc moi j'ai dit qu'est-ce que je peux faire de pire à ce personnage, c'est tuer son couple. Et donc j'ai commencé mon histoire en disant c'est Torgal qui à la fin de sa vie doit enterrer sa femme. C'est pas un spoiler parce que c'est le nom de l'album. Oui, et puis c'est sur la couverture, et puis c'est la première scène, donc ça va. Et donc il enterre sa femme qui est morte de vieillesse, on ne sait pas tellement comment. Et donc il est au fond du gouffre, sa vie n'a plus de sens. Et un vieil ennemi qu'il a eu un peu pendant plusieurs moments de sa vie, qui s'appelle Nidhogg, qui est un semi-dieu mythologique nordique, apparaît pour rendre hommage à Aricia lui aussi, et lui dit qu'il est en empathie avec sa douleur, et lui propose un anneau d'Ouroboros, qui est un anneau qui permet de voyager dans le temps, qui apparaît dans la série dans des épisodes, et pour lui permettre de revoir sa femme du coup. Et la tentation est énorme. Torgal sait que c'est probablement quand même un piège, mais il a l'occasion de revoir sa femme. Et donc, il revient dans le temps et il y a une aventure qui commence de lui-même, dans un autre temps que le sien, qui va se rencontrer lui-même à un moment où il a 10-12 ans et manque de peau, Aricia vient de disparaître. Voilà. Oui. Mais disparaître, non pas mourir, mais... une jeune Aricia, elle. Oui, a été kidnappée. A été kidnappée, et les deux Torgal, l'un vieux, l'un jeune, vont devoir sauver cette incarnation d'Aricia pour que ce vieux Torgal puisse vivre son destin. Oui. C'est-à-dire que si une jeune Aricia venait à mourir, il n'aurait plus sa vie. Donc c'est le problème de paradoxe temporel, mais surtout mais qu'est-ce que j'ai vraiment vécu? Une fois qu'on a vécu quelque chose, il reste que des souvenirs. Et on peut les questionner. Est-ce qu'on a vraiment vécu ce qu'on a vécu? Si on revient sur le découpage en scène et puis ensuite en storyboard, la technique du storyboard, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait que tu as un choix? Alors déjà le découpage en cases, mais finalement tu as un niveau de zoom dans chaque scène, un angle. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui détermine tes choix? Au sens propre, au sens global, mais c'est dans tous les arts... En gros, ça s'appelle la mise en scène. Ouais. Il n'y a pas que ça dans la narration en BD, mais c'est une grosse partie, c'est la mise en scène. Et alors moi, j'ai donné des cours de narration à des jeunes étudiants, et je leur disais, j'avais trouvé une analogie que je trouvais intéressante pour expliquer, parce que c'est pas facile du tout d'expliquer à quelqu'un où il doit planter sa caméra. Alors, pour un cadrage en BD, mais même pour prendre une vidéo, comment trouver le bon endroit pour planter une caméra. Et en fait... ça obéit à des choses très naturelles qui apparaissent dans les rapports humains les plus classiques et les plus banaux. On est aussi bon en grammaire. Vous corrigerez.
Et du coup, je leur disais, quand deux personnes se parlent, comme nous, il y a une distance normale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas posée par l'un ou par l'autre, mais par des codes sociaux avec lesquels on est totalement habitué, et on se parle, et il n'y a pas de question. C'est-à-dire que là, ce qui se pose question, c'est éventuellement ce que je raconte. Mais l'endroit où je me place ne te pose aucune question. Si je me rapproche pour te parler, et tout de suite, tu recules. Et tu n'écoutes plus ce que je te dis. Parce qu'en fait, la question qui est importante devient... Là, en fait, c'est le non-verbal qui va compter. Eh ben mais pourquoi il se fout là? Oui. Et donc, il y a un inconfort qui empêche d'écouter tranquillement ce que je dis. C'est pour ça que les femmes n'écoutent plus du tout quand je me rapproche. Exactement, il va falloir le... Et la mise en scène, c'est ça. Ou à l'inverse, si je commence à m'éloigner en parlant, tu vas poser la même question. Mais pourquoi il se barre? Mais tu vois, j'ai des souvenirs, même, il me semble que c'est dans Elric, où tu as des parties juste de mains qui brandissent une épée. Oui, mais c'est pareil. C'est-à-dire, quand je veux qu'on écoute tranquillement ce que je dis, je vais me mettre à une distance normale du sujet. Et là, c'est ce que je raconte qui va être important. Quand je veux qu'il y ait un effet qui apparaisse et qui prenne le pas, ou la mise en scène prend le pas sur ce que je raconte, tout à coup, je vais déplacer la caméra à un endroit qui va poser question au lecteur par rapport à une banalité. Donc soit je veux être dans la banalité et je raconte tranquillement mon histoire, soit tout à coup je déplace ma caméra de manière à poser des questions qui dépassent juste ce que je raconte. D'accord. Et après, avec plus ou moins d'expérience et de talent, on sait à peu près où se placer. Mais c'est toujours une affaire... J'imagine que c'est des effets où il ne faut pas en abuser. Si on en abuse, ça devient une normalité dans le récit et ça perd son effet. Ouais. Si tu le fais jamais, ça n'apparaît pas. Et donc, il faut doser le moment où tu es tranquille avec le lecteur et tu fais avancer ton histoire et tu n'as pas besoin d'avoir un mouvement de caméra particulier. Et des moments où, au contraire, tu veux lui faire naître en lui quelque chose de particulier et là, tu vas placer des éléments. Mais la mise en scène, ce n'est que ça. D'accord. C'est un dialogue avec le lecteur sur des codes qu'il connaît. Et on est d'une génération qui n'a jamais bouffé autant d'art narratif, donc on est surentraînés, nous, en tant que tous ceux qui... Oui, alors quand tu parles d'art narratif, c'est aussi via le cinéma et les séries. Les séries, le cinéma, le théâtre, la BD, tout ce qui permet de faire de la mise en scène. Ouais. On est plus qu'habitués, on est des experts de ça. Justement, ça t'a jamais tenté de franchir le pas vers le cinéma ou en tout cas tout ce qui est filmé? Parce que le storyboard se rapproche énormément d'une technique cinématographique en fait. Un peu, mais pas tant que ça. Le rapprochement ou le fait de... Le rapprochement. Je pense que c'est un faux ami. Ça ressemble, mais je pense que la BD est beaucoup plus proche du théâtre et de la littérature, du théâtre en fait. Théâtre, tu as quand même une unité de lieu. Non, mais tu as des contraintes de dispositifs que la BD n'a pas. C'est-à-dire que nous, on peut se balader, on peut se téléporter d'un endroit à un autre et l'histoire continue. Eux, ils sont bloqués par la scène. Mais globalement, c'est beaucoup plus sur le texte. Oui, d'accord. Que se fait. Mais ceci dit, le cinéma aussi. Et pour moi, le cinéma, c'est beaucoup plus musical en fait. Ah. Le théâtre est beaucoup plus sur le texte, sur les interactions entre les personnages. Et la BD, à mon avis, l'est aussi. Le cinéma est beaucoup plus dans le mouvement et la musique. Flow, en fait. Le flow, le rythme, quelque chose de rythmique. Et donc, c'est le rythme de l'image, du mouvement, qu'on n'a pas ou peu en théâtre et en BD. Il n'y a pas de mouvement en BD, on est obligé de le simuler, on est obligé de le faire croire. Mais par exemple, c'est bête à dire, mais un sabre laser qui s'allume, en BD, c'est une tannée. En cinéma, c'est un plan qui fait bzzz, et tout à coup, c'est formidable. En BD, c'est une case où il n'y a rien, une case où il n'y a rien, une case où il y a un truc, et whoosh, et le cerveau doit recomposer le truc. Mais du coup, l'effet waouh, il disparaît. Si tu n'as pas le film, comme on a un film, on imagine le truc. Mais si tu as juste la BD, c'est assez pauvre. Alors, moi, j'ai des souvenirs d'effets waouh sur des BD qui étaient, mais en fait, où c'était vraiment, il y a un effet de mise en page où tu as plein de petites pages, tu tournes et tout à coup, tu as une double page. Ah, mais c'est autre chose. C'est pas le mouvement. C'est une mise en scène de cases qui fabrique des hiatus ou des effets d'illustration qui vont tout à coup faire waouh, t'en prends plein la tête parce que le dessin en met plein la tête. Mais je veux dire, un film de Bruce Lee en BD,
Pourtant, tu as énormément de BD d'action, type Naruto, Oui, enfin, mais c'est pas Dragon sur Ball. la chorégraphie. Hmm. Ça sera sur des gens qui se parlent en même temps. Naruto et Dragon Ball, ça parle pas beaucoup. Oui, mais en gros, tu as des gens qui vont être toujours avant le coup de poing, après le coup de poing. Il n'y a pas de décomposition, parce que ce serait très laborieux. Oui, par contre, tu as le point. Ah bah, tu as le point quand c'est important. Et en particulier, si tu prends Dark Knight, tu as quand même la plus grosse patate de l'histoire de la BD que se prend Superman par Batman. Oui, mais c'est pas un mouvement. C'est une Oui, image arrêtée de la patate. Oui, tout à fait. Mais ton cerveau, en fait, comble. Ah bah, comme dit Scott McCloud dans L'Art Invisible, tout à fait. c'est entre les cases que se fabrique le récit. Donc c'est un art qui est très... qui demande beaucoup d'efforts pour le spectateur, pour le lecteur. Mais pour moi, le cinéma est beaucoup plus musical, beaucoup plus rythmique. C'est beaucoup plus sur le mouvement, sur la musique. Oui, parce que tu peux prendre le meilleur scénario, si tu n'as pas le bon rythme, ça ne va pas marcher. Exactement, et même avec les meilleurs acteurs. Et tu peux avoir très peu de dialogue. Si la musique fait le boulot, les acteurs vont pouvoir transfigurer quelque chose. C'est d'ailleurs un reproche que j'ai personnellement avec Drive, c'est que j'aurais préféré que ce soit un film muet. Mais bon, après, on peut radicaliser autant qu'on veut. Mais ça aurait eu un impact plus fort. C'est un film qui est très cinématographique. Oui. En BD, qui est très photographique, en fait. Oui, mais c'est beaucoup du déplacement. C'est pas que de l'image arrêtée. C'est des choses qui vont bouger. Quand je vais dire photographique, c'est que l'importance donnée à l'image que tu vois et à la composition est très supérieure. Non, mais il y a le sens du cadrage, il existe pour le coup en cinéma, en BD, tout ça. C'est savoir faire une image impactante, iconique. Ça, oui, il y en a dans les deux cas. Mais le cinéma, selon moi, est un faux ami de la BD dans lequel beaucoup d'auteurs, à mon avis, se fourvoient, mais à mon avis, il y a une tromperie, c'est qu'ils essayent de redonner les émotions qu'ils ont eues au cinéma. Et le cinéma nous donne, c'est un art total, le cinéma. Donc, et c'est l'art du XXe siècle. Donc, il nous a énormément imprégnés. Et c'est pas des émotions que tu peux rendre en BD. La BD n'est pas faite pour ça. La BD, c'est plus Astérix que Drive. Oui. Question sur les outils que tu utilises pour dessiner. Aujourd'hui, tu dessines en numérique ou tu dessines en, comment on va appeler ça, analogique? Ouais, alors moi je suis un peu bâtard parce que je pense que c'est aussi lié à mon histoire, c'est-à-dire je suis une génération à mi-chemin entre la révolution numérique et à l'ancienne, voilà. Donc la génération d'avant moi, ils étaient que au pinceau et au papier et à la plume. La génération après moi, ils sont quasiment que au numérique. Et moi, j'aime bien faire les deux, c'est-à-dire je fais mon storyboard en numérique parce que ça permet d'être très souple. Ouais. T'as CTRL-Z en plus. Oui, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. Moi, c'est beaucoup sur Mac, c'est POM-T, c'est-à-dire de pouvoir agrandir et rapetissir l'image, zoomer dedans. Et pareil, ça permet de trouver la bonne distance à chaque case. Je vois. C'est comme ça que Oui, d'accord. Ouais, je le fais à l'œil. Tout à coup, je fais un dessin, puis tout à coup, je l'agrandis, je le rapetissis, et je vois à l'œil le moment où, tiens, c'est bon. C'est marrant, j'ai parfois cette même technique sur le recadrage d'une photo. Ouais, je pense que c'est... C'est en zoomant, par exemple, pour faire de la retouche, que je m'aperçois que recadrer, ça passe. Il y a quelque chose où l'émotion est plus juste par rapport à ce qu'on voulait. Oui, tout à fait. Ouais, je le fais beaucoup en board, en numérique, le storyboard, parce que c'est plus simple et que voilà, ça permet d'être plus souple, de pouvoir refaire indéfiniment. Et que moi, gommer et éclater du papier, c'est chiant, quoi. Et après, une fois ça, je fais mon crayonné toujours en numérique parce que c'est un moment avec lequel moi j'ai du mal, le dessin. Et du coup, ça me permet d'être pareil, plus souple et de refaire beaucoup comme je veux, et d'intégrer des photos, d'intégrer des références, des photos références, des choses comme ça. Et une fois que ça c'est fait, je l'imprime et je le passe sur du papier un peu de qualité. Ouais. Et là, j'encre. Pinson, enfin. Ah oui, épais, ouais. Alors, c'est du Scholler-Hammer pour les spécialistes, qui n'existe plus beaucoup. C'est dur de trouver des rames. Et une fois ça, du coup, j'encre à la main, mais en essayant d'avoir beaucoup d'intention, d'énergie, de spontanéité, de ne pas être trop coincé des fesses, quoi.
Mais comme justement, je ne suis pas coincé, que j'essaye d'aller et que je ne suis pas le dessinateur le plus habile, souvent je m'aperçois que les dessins ne sont pas très bien gaulés une fois qu'ils sont ancrés. Et je reprends beaucoup au numérique à ce moment-là. D'accord, donc tu rescannes. Une fois que c'est scanné par mon éditeur, les planches, je les retravaille énormément et puis je trouve des radicalités. C'est là où je peux, comme en BD, faire de la faire de la post-prod. En photo aussi. Ouais, c'est ça, où on étalonne, on trouve des contrastes qu'on n'avait pas, auxquels on... Voilà. Et là, je refais entre 15 et 80% de la planche. Ah oui. À ce moment-là. D'accord. Donc ça dépend des planches. Il y a des planches qui bougent énormément et d'autres qui bougent pas beaucoup. D'accord. Et parce que tu es représenté par une galerie, Huberti Breen. Ouais. On connaît tous les deux Ronan. Ouais. Les planches que tu vas vendre sont justement les planches intermédiaires. C'est les planches intermédiaires que pour l'occasion de la vente, en général, je vais retravailler un peu en manuel pour les faire ressembler le plus possible à la version définitive parce que les collectionneurs sont attachés non pas au processus, mais à la BD. Ouais. Et donc, eux, s'ils voient que c'est pas la BD, ils vont se dire « mais j'achète pas vraiment un bout de la BD ». Alors qu'en fait, si, mais c'est un bout qui est une étape, qui est pas le définitif. Oui, d'accord. Au niveau de la BD, quand est-ce que tu arrives à te dire « c'est bon, je touche plus rien » ? Alors, deux choses. Quand je suis trop fatigué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le combattant est rincé et il n'a plus de jus. Oui, tu fais éventuellement des compromis. Ouais, tu dis, bon, bah là, j'y arrive plus, quoi. Voilà. Et donc, ça permet de lâcher le truc. Et quand ton œil ne te donne plus d'informations, tu te dis, bah là, je vois pas ce qu'on peut faire mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux à faire. Mais ce qui est terrifiant pour moi, je l'avais vécu, je peux raconter un peu l'anecdote. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup appris le métier, qui est devenu un ami, qui s'appelle Mathieu Laufray, et avec qui j'ai commencé à travailler quand j'avais autour de 25 ans. Lui, il avait 5 ans de plus que moi, il avait déjà une carrière qui était bien lancée. Et donc j'ai été dans son atelier, et puis il m'a appris un peu à travailler. Et à un moment donné, j'étais en train de faire la couverture de mon premier album aux éditions Soleil, qui s'appelait Le Dernier Rituel. Alors, c'est pas devenu la couve à la fin, mais c'était un projet de couve. Et c'était un gars qui devait lever le bras comme ça, un peu comme Musclor, par le pouvoir du crâne ancestral. Voilà. Et donc, il y avait cette partie-là qui était à dessiner et à peindre. Donc, c'était une couleur directe. À l'époque, il n'y avait pas de numérique pour faire des illustrations numériques. Donc, voilà, on sort les pinceaux, on sort la peinture, machin. Et lui, c'était un spécialiste de l'illustration, c'était une de ses grosses forces. Donc, j'étais content, en confiance d'être dans son atelier. Et puis, il me donnait des conseils, il me donnait des conseils techniques, parce que c'est beaucoup de la technique quand même, l'illustration. Et puis, bon, voilà, je fais ma peinture. Et je lui dis, tiens Mathieu, là, est-ce que tu peux me mettre un coup d'aéro ? Moi, je ne savais pas utiliser l'aérographe, qui est une pulvérisation de peinture, comme un nuage de peinture qu'on décompose. Et puis, voilà. Et lui, il savait très bien faire ça, et donc il me dit « si, pas de problème ». Alors il amène son aéro, et moi je trouve ça super beau. C'est-à-dire que d'un coup, j'avais fini mon illustration. Et Mathieu, il me regarde, il fait « bon, ouais, non, mais c'est bien, bon, bah, elle est bien, ta mise en place, t'as plus qu'à peindre ». Vlan. Et là, j'ai eu un vrai moment de panique intime, très fort, où j'ai dit « ok, son œil lui donne des informations que t'as pas, que j'ai pas du tout ». Et c'est le nœud de l'artistique. C'est là que tout se passe. Si l'œil ne donne pas d'informations, on est foutu. Et là, en l'occurrence, la conclusion, c'est tu lui as demandé... non, là j'ai eu un moment de panique et je me suis dit, bon, faut que je vois quelque chose que je ne vois pas. Bon, je ne l'ai pas vu à l'époque. Mais j'ai eu conscience, à ce moment-là, mais très fort, il va falloir muscler son jeu, comme dirait l'autre. Ce qui est bien, c'est que tu l'es pas mal pris, en fait. Ah non, j'ai pris ça comme une vraie panique. C'est-à-dire, ok, je ne suis pas au niveau. Mais c'est un niveau qui est totalement... Oui, c'est déconnecté de la technique de dessin, en fait. Oui, il faut que l'œil dise, je vois le chemin pour travailler. Et tout est là. À tout niveau. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas travailler dans l'aveugle. C'est autant, on est dans le brouillard et on va à gauche, à droite, machin, truc. Il n'y a pas de chemin. Si ton œil te donne une information en disant, tiens, par là, c'est beau, on peut y aller. Et donc, la différence pour moi, c'est le moment où tu t'arrêtes, c'est quand ton œil ne te donne plus d'informations. D'accord, oui. Et là, il faut accepter l'idée que tu es au bout de ta ressource. Et que, voilà, c'est le moment de lâcher. Mais ça ne veut pas dire du tout... Mais éventuellement, tu vas
quand même demander des retours. Je vais énormément demander de retour à des gens pour qu'ils m'aident à me dire, OK, il y a encore du travail à faire là, et donc je vais essayer de muscler mon œil pour trouver ce qu'il y a à trouver. Parce qu'il y a effectivement, les gens vont me dire, bon bah là c'était sympa, mais il manque un truc, là, machin. C'est souvent des ressentis, c'est pas aussi précis. Oui. Mais moi, ça m'aide à me dire, OK, il y a encore du travail à faire à cet endroit-là, je ne le vois pas, mais il y en a. Et plutôt que de paniquer, de dire, bon bah, faut travailler. Il faut travailler. Voilà. Travail. Ouais, mais c'est paniquant pour un artiste, c'est que quand l'œil ne donne pas l'info, tu peux travailler autant que tu veux, t'as pas l'info, quoi. Ouais. Quel a été l'accueil de la BD dans la presse et en termes de vente? Alors, très bon. Très bon. L'album a été apprécié autant par la critique que par le public, je dirais. Moi, ce qui était important pour moi, je pense qu'un artiste, il a besoin de travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de soit mythologique, soit réel. On se dit, toi, j'ai envie de te plaire. Et moi, je voulais plaire aux gens qui étaient des fans hardcore de Torgal. C'est le petit public de quelques milliers de personnes qui sont à fond. Et ils existent en France. Et je voulais qu'ils respectent cet album et qu'ils se disent c'est bien, tu nous as donné ce qu'on voulait. Et ça a été le cas, je crois, pour la plupart. Et ça m'a fait, pas plaisir, mais ça m'a donné l'impression que ça te donne confiance en toi quand même. En gros, surtout, j'ai l'impression que mission accomplie. Il y a le sentiment d'avoir fait du bien au personnage. D'accord. Qui est pour moi quelque chose de très important. Parce que Torgal, c'est quelque chose qui existe avant moi, qui existera après moi, évidemment. Et il fallait que je fasse du bien au personnage. Oui, pour moi, c'est la responsabilité, elle était là. Et ils ont aimé cet album. Et ils ont été touchés par cet album. Ce feedback, tu l'as eu en festival? Tu l'as eu en festival, mais maintenant les réseaux sociaux permettent d'avoir des retours qui sont super, parce que les lecteurs sont gentils et t'envoient spontanément un message quand ils ont envie de t'envoyer un message. Donc j'ai eu pas mal de messages en perso. Parce que souvent les réseaux sociaux, les gens sont gentils, peuvent être très très méchants aussi. Franchement, non. Non. Je pense que la BD est un milieu qui est beaucoup moins exposé à la haine en ligne que d'autres milieux. Sauf exception, type Bastien Vives, qui sont... Oui, mais qui ne parlent plus de BD, qui parlent d'autres choses. Oui. C'est des sujets sociétaux. Oui. Et oui, quand un sujet sociétal s'empare d'un auteur, comme tout le monde, il va en prendre plein la tête, à tort ou à raison. Mais, on n'est pas là pour... Non, bien sûr. Mais non, moi, c'était lié juste à l'album. Les gens qui n'aiment pas l'album le disent sur des forums. Voilà. Mais j'ai pas eu de messages de gens qui m'ont dit « Salaud, qu'est-ce que t'as fait à mon personnage ?» Non, les gens ne sont pas comme ça. Ouais. Et alors toi, tes réseaux, c'est Facebook, t'as un compte Instagram? J'ai un petit compte Instagram, mais que j'ai peu travaillé. Un compte Facebook, pareil, que j'ai peu travaillé. C'est essentiellement, je m'en sers pour de la communication minimale. C'est-à-dire vraiment que les gens autour de moi et les très énervés soient au courant. D'accord. Mais ça n'a aucune incidence commerciale réelle. Ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un veut t'envoyer un message en étant sûr que tu l'aies lu, il faut qu'il utilise quel réseau social? Les deux. Okay. Facebook et Instagram, je lis, mais ça n'a aucune vraie valeur pour moi professionnelle. Il faudrait que je travaille beaucoup plus pour que ça en ait une. C'est plus de la dopamine. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà, il y a 200 likes, ça me fait du bien, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 200 likes. Et est-ce que ça se passe bien? Oui. Est-ce que ça t'a ouvert de nouveaux projets? Ouais. Ça m'a ouvert la possibilité d'avoir de la liberté. C'est-à-dire que les gens, les éditeurs m'ont crédité l'idée à tort ou à raison, que je pouvais écrire un scénario et que c'était crédible. Et du coup, c'est plus questionné pour l'instant. Si demain je rate un bouquin ou que le public n'est pas là, ça sera de nouveau questionné. Mais t'as prouvé que tu pouvais mener... Pendant un temps, j'ai eu la carte qui me permet d'être crédible quand je propose un scénario ou un dessin et que je peux piloter un projet assez important pour un personnage important. Oui, surtout que tu es tout seul. Ouais. Et tu es seul face à ta planche. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va travailler avec toi tout au long de l'album pour te tirer, te forcer à travailler quand tu as des moments de... Ouais, mais comme moi j'ai du mal à travailler en équipe, finalement ça me va beaucoup mieux.
j'ai beaucoup plus de mal à travailler en collaboration parce que il faut faire des compromis, il faut que ça soit c'est plus une personne qui fait tous ses choix, mais deux personnes, et donc c'est un alliage. Oui. Ça devient quelque chose de plus impur. Et l'alliage peut être cassant. Ouais, il peut, et puis il a plein de formes. Chaque alliage va être différent et va nécessiter un équilibre un peu différent, une résistance un peu différente. Et moi, je fais des scénarios pour d'autres dessinateurs actuellement. J'ai 2 bouquins en route. Et c'est 2 collaborations totalement différentes qui se passent bien, mais qui ne sont pas du tout sur les mêmes bases artistiques, et l'une et l'autre. Et donc on est obligé c'est quelque chose de beaucoup plus impur que de travailler seul. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça peut trouver des super bouquins. De travail différente. Ouais. Et alors, c'est quoi ces deux projets? Alors, il y en a un dont je ne peux pas encore tout à fait parler parce qu'il n'est pas encore. Le dessinateur ne l'a pas encore rendu public. D'accord. Mais ce sera une adaptation d'un gros bouquin de fantasy qui a eu du succès dans le monde de la fantasy il y a quelques années. Et donc là, tu es au scénario? Et là, je suis à l'adaptation. Ouais. Je suis à l'adaptation et ça sera un gros bouquin de 250 pages, je pense, aux éditions du Lombard qui sortira dans 2-3 ans. Et là, qui va sortir à la fin de l'année, j'ai une comédie western avec Jean-Baptiste Eustache, qui est un ami avant d'être un collaborateur, qui était un ami avant d'être un collaborateur. Et maintenant, on a décidé de se faire un plaisir entre nous. Et donc, on fait mon idée, c'était de faire mon aventure de Bud Spencer et Terence Hill que je voulais, parce que c'était un doudou de mon enfance. C'est quelque chose que j'ai tendrement aimé. J'en ai vu pas mal, mais je ne sais pas si je pourrais les revoir aujourd'hui. Ah non, mais c'est regardable, mais je sais que j'ai aimé ça profondément quand j'avais 9-10 ans, et que c'est des personnages qui sont restés en moi, et j'avais envie de les faire revivre sous une forme qui s'appellera donc Junior et Senior aux éditions du Lombard, et ça sortira à la fin de l'année. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu as une BD à me conseiller qui est sortie Récemment ? Ouais. Il aurait fallu me demander, me proposer la question un peu avant pour que j'aie une temps de réfléchir et pas avoir un blanc de 5 minutes. Non, mais c'est parfait. De 5 minutes. Ceci dit, je peux éditer, mais... Laisse-moi y penser, parce qu'une BD, BD en soi, j'en lis pas mal. Une BD en soi, j'aurais pu le dire. Une BD récente. Alors, une BD en soi, alors j'abandonne la contrainte du récent. Alors, une BD en soi, je vais en donner une européenne, une japonaise et une américaine pour pas faire de jaloux. Alors il y en a une, la japonaise, on sera globalement d'accord parce que tu l'as lu aussi. Moi je suis un grand fan de. Alors je vais en donner 2 même. Je suis un grand fan de 20th Century Boy que t'as pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Ouais. Voilà, bon. J'avais l'impression d'être devant Lost. C'est-à-dire de me faire balader. Ah c'est complètement le cas, mais je trouve que le mec nous balade avec un talent incroyable. C'est comme t'as une chanson de Johnny Hallyday qui n'en finit pas de pas commencer. Et en fait, j'ai l'impression d'être devant une BD qui n'en finit pas de pas commencer. En japonais, dans ce cas, j'en dirais une autre que j'aime beaucoup, mais qui est un grand classique, c'est de Otomo, le papa d'Akira, et c'est Domu. Oui. Qui était presque le brouillon tout à fait. Oui. de Akira, et que je préfère parce qu'il est plus ramassé, plus court, plus ramassé, plus dense, et Akira est plus énorme. Oui. Voilà. Et alors en américain de Miller, mais c'est pas Dark Knight, mais une de mes bibles de BD. Laisse-moi deviner. 300. Non. Alors j'aime beaucoup 300, mais c'est pas celle-là que j'aurais dit, mais j'aime beaucoup 300. J'aime beaucoup Miller, qui a énormément infusé dans mon travail. Sin City ? Non plus. Bon. C'est une BD qu'il a scénarisée simplement, et qu'il n'a pas dessinée, et qui est Year One. Avec, Batman Year One. Batman Year One, avec David Mazzucchelli au dessin, qui est à l'époque était un petit génie du dessin, qui avait 24 ans, je crois, quand il a dessiné ça. Et c'est la première année de Batman qui raconte Bruce Wayne qui devient Batman. Et c'est une BD extraordinaire qui a maintenant une 40aine d'années. Et de la même période, à peu près, pareil, 40 ans, ça ne nous rajeunit pas, en Europe, je donnerais un grand classique, mais que j'aime énormément, parce que je trouve que c'est
C'est une BD qui donne énormément d'ambition à la BD. C'est L'été indien Ah oui? de Pratt et Ouais, Manara, que je trouve formellement être un chef-d'œuvre. C'est-à-dire ce qu'il a donné Manara, c'est dingue. Et que je trouve extrêmement ambitieux dans ce qu'il essaye de faire artistiquement, Pratt, les deux d'ailleurs, au niveau du type d'histoire qu'on peut raconter en BD. La largeur de spectre. C'est à la fois érotique, mais pas que, c'est de l'aventure, mais pas que, c'est politique, mais pas que, c'est plein de choses, c'est toute une ambiance que je trouve incroyable. Il faudrait que je le relise avec ce prisme. Ouais, c'est une BD que je trouve remarquable d'ambition. D'accord. Voilà. Après, il y en a plein d'autres Oui. que je pourrais dire. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lisez Robin Reicht. Lisez Robin Reich. Ne jouez pas au ping-pong avec lui. Voilà. Et à bientôt. À bientôt, merci. On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Hein? Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Grouille-toi, j'ai sommeil. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Bon, d'accord. Tu veux continuer?